Ça roule, 19h-20h, Pierre Chasseret, Jean-Marie Bordry. Ça roule sur Sud Radio jusqu'à 20h. Tous les débats, toutes les actualités liées au monde de l'automobile et du transport en général avec Pierre Chasseret. Tout de suite, Pierre, on parle de la voiture électrique avec notre invité qu'on accueille tout de suite, Louis Lemoine. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Institut supérieur de l'automobile et des transports. Je suis ravi de vous avoir avec nous, Louis Lemoine, parce que vous faites un peu référence et votre voix est rare mais précieuse. On a tous reçu ce communiqué de presse quand on est journaliste, entre guillemets, ou qu'on gravite autour de la sphère automobile de Continental, qui a réalisé cette étude qui nous dit que plus de la moitié des Français sont réticents à l'achat d'un véhicule électrique. Je vais aller plus loin, c'est même plus de la réticence à ce niveau-là. On a, ces 57% sont des irréductibles, des irrécupérables et qui ne veulent pas, quoi qu'il arrive, aller du côté du véhicule électrique. Et leurs freins sont compréhensibles. Vous dites, Louis Lemoine, si la France met toutes ses billes dans le même panier, si on va que sur l'électrique, eh bien, il ne faut peut-être pas s'étonner que les Français, expriment ces réticences. Comment vous expliquez cette réticence ? Elle est tout à fait naturelle et logique. Vous dites, on met tous les œufs dans le même panier, on va vers le véhicule électrique. Pourquoi n'y a-t-il pas dans ce cas les infrastructures qui vont avec, les bornes de recharge qui permettraient à tout un chacun de se projeter dans l'utilisation du véhicule électrique? Très clairement, aujourd'hui, la personne qui achète un véhicule électrique ne peut envisager un usage cohérent que s'ils peuvent faire une recharge soit au domicile, soit en entreprise. Combien de Français ont un pavillon qu'ils peuvent équiper avec de l'électricité? Environ 45%. Il y a peut-être une certaine corrélation entre les deux chiffres. En fait, je le rappelle, Louis Lemoine, vous ne travaillez pas pour l'industrie automobile. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Institut supérieur de l'automobile et des transports. Vous parlez de tous les types de transports. Et je me souviens d'une fois où on parlait ensemble et vous m'aviez dit... Ce tout électrique qu'on est en train d'imposer en France, malgré l'opinion publique, ça, malheureusement, ça empêche les constructeurs d'aller travailler sur d'autres technologies extrêmement innovantes, d'aller progresser, notamment du côté des diesels, pour aller voir ce qui se passe dans les biocarburants. Votre position là-dessus, c'est que, je vais y aller clairement, est-ce que la France fait fausse route ? Non, la France ne fait pas fausse route. En France, le véhicule électrique a une vraie logique. La façon dont notre électricité est produite, alors évidemment, il y a une polémique sur le nucléaire, sur les énergies renouvelables, etc. Mais en France, le véhicule électrique a une vraie logique parce que nous avons des problèmes de pollution, nous avons une électricité décarbonée, et aller vers le véhicule électrique n'est pas idiot, loin de là. Maintenant, la preuve... ce véhicule électrique va avoir du mal à s'imposer au-delà de 40-50% d'usagers sur le long terme. Donc, il faut effectivement développer d'autres solutions, ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. On parle aujourd'hui d'hydrogène, on parle de biocombustibles de troisième génération qui soient dans une logique durable. Voilà toutes les pistes qu'il faut continuer à développer. Alors moi je vais aller loin, je vais y aller, je vais envoyer un petit peu et je pense que ce message va détonner pour tous ceux qui nous écoutent et pourtant c'est la vérité. Je suis stupéfait que les constructeurs qui viennent nous parler du véhicule électrique notamment nous annoncent tous jusqu'à 300, 400, 500 km d'autonomie, Jean-Marie. Le véhicule électrique, c'est pas ça. Le véhicule électrique, quand on est à 130 sur autoroute, il faut diviser cette autonomie maximale par 2. C'est-à-dire que ce qu'on nous vend, ce qu'on essaie de nous pousser à l'achat, qui est au demeurant un extrêmement bon véhicule, un super véhicule. J'adore rouler en électrique. En gros, si vous avez fait 200 km sur l'autoroute, vous devez recharger. Et vous rechargez combien d'heures pour pouvoir refaire 200 km? Sur des bornes rapides. Alors, vous allez recharger jusqu'à 80% de votre batterie dans un temps globalement acceptable, on va dire 3 quarts d'heure. Le problème, c'est que les 20 derniers pourcents prennent quasiment autant de temps que les 80 premiers. La réalité, c'est qu'un véhicule électrique, quand on vous dit 400 bornes d'autonomie, chers amis, vous le saurez, si vous faites de l'autoroute, vous divisez ça par 2. Et alors, c'est la question qu'on pourrait peut-être poser à Louis Lemoine. Est-ce que ça signifie que quoi qu'il arrive, quelles que soient les aides, de toute façon, les habitants, les Français qui peuvent avoir une voiture électrique sont ceux qui en ont besoin juste pour se déplacer en ville pour aller à leur travail, mais pas pour partir en vacances, par exemple? Oui et non. Il faut nuancer. Le véhicule électrique, pour l'usage
quotidien majoritaire est parfaitement dimensionné. C'est génial. Il faut savoir que plus de 90% des trajets représentent moins de 30 km. Donc pour remplacer le métro, boulot, dodo, le véhicule électrique est parfait. Et effectivement, l'énorme majorité d'entre nous, nous faisons 3-4 voyages de longue durée par an, et c'est là où il y a un défaut de service. Le véhicule électrique n'est pas adapté, rallonge le temps de trajet sur ces longs trajets-là. Parlons-en, Louis Lemoine. On a non seulement le défaut des bornes, mais vous avez un autre problème. Celui-là, j'y ai fait face. La borne, vous arrivez sur l'application, on vous dit qu'il y a une borne électrique, mais quand vous arrivez devant, elle ne fonctionne pas. Et là, dans ces cas-là, vous êtes sur l'autoroute, la prochaine aire qui propose une recharge électrique, il faut compter 100 bornes, et vous, votre voiture, elle vous explique que de toute façon, vous ne pouvez pas en faire plus de 40. Alors, dans ces cas-là, séduire le Français sur le véhicule électrique, ça paraît complexe. Et du coup, eh bien, Louis Lemoine, voilà, c'est difficile de parler en bien de ce véhicule qui, pourtant, offre des agréments de conduite en termes de 2e, 3e véhicule dans le foyer, peut être extrêmement pertinent. C'est la lecture que vous en faites, peut-être ? Oui, c'est exactement cette lecture-là. Sans une infrastructure de recharge complète, bien maintenue, bien développée, eh bien, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est anxiogène parce qu'on n'a pas l'autonomie. Si la borne ne fonctionne pas, n'est pas disponible, n'existe pas, eh bien, on ne résout pas le problème. Il faudrait combien de temps, Louis Lemoine, justement, pour rattraper ce manque d'investissement, notamment en nombre de bornes, y compris sur l'autoroute, justement ? C'est pas une question de temps, hein. Ça peut être fait très rapidement, c'est une question de milliards. Oui, si c'est combien de milliards à la louche ? Non, là vraiment on est sur incontable, des chiffres faramineux en tout cas. Ah oui, de toute façon, ouais, mais quand votre voix, quand vous faites remonter les résultats de vos recherches du côté de Paris, du côté du gouvernement, du côté des ministères, qu'est-ce qu'on vous dit ? Parce que moi, ce que je vois, c'est un bonus à l'achat du véhicule électrique de 6 000 €, des publicités télévisées qui vous expliquent que vous allez pouvoir faire 400 bornes, et c'est pas vrai, des véhicules qui coûtent extrêmement cher et qui permettent pas de remplacer le véhicule familial. On a honte en France de dire ce qu'on dit là, que le véhicule électrique n'est pas prêt à remplacer le véhicule familial qui vous permet de partir en vacances. Pourquoi on dit pas la vérité ? Non, mais la vérité aussi, c'est que 90% des personnes qui ont un véhicule électrique en sont très contentes. Oui. C'est-à-dire que lorsque l'usage du véhicule électrique correspond à son utilisation, à son propre besoin, voilà, eh bien c'est un véhicule parfait. Nous l'avons dit, lorsque nous devons faire de longues distances, ce n'est peut-être pas le bon kilomètre avec l'infrastructure existante aujourd'hui. C'est évident. Mais pour tous ceux qui l'utilisent sur des petites distances, c'est un excellent véhicule, et vous l'avez dit. Alors, que faut-il faire ? C'est l'effet boule de neige. Le gouvernement injecte des sous pour réduire le coût des véhicules, de façon à ce que ces véhicules se développent, qu'ils prennent des parts de marché. Lorsque ces véhicules créent le besoin et l'économie qui va avec, l'infrastructure commence à se développer, et ainsi de suite. Mais en France, on veut toujours ça pour demain. Et ça Sauf que là, c'est un cercle vertueux qui coûte cher, en fait, et qui est long à se mettre en place, mais qui peut arriver. Est-ce qu'on peut imaginer plus tard, ce sera peut-être, en tout cas ma dernière question à moi, Louis Lemoine, que les Français soient majoritairement détenteurs d'un véhicule électrique et qu'effectivement, pour partir en week-end chez leur famille, quand ils auront le droit de le refaire, bien sûr, ou alors en vacances, et là, ils prennent l'habitude tous de louer ponctuellement un véhicule avec une grosse autonomie ? Il y a deux choses, oui, c'est ça la question, c'est le défaut d'infrastructure et le défaut de service. Oui. Pourquoi, quand on achète un véhicule électrique, on ne nous propose pas un service de location qu'un jour, une semaine, d'un véhicule qui, lui, peut faire une grande autonomie pour partir en vacances ? Ça, c'est malin. Ça, c'est malin. Offre complémentaire, effectivement. Il faudrait que ce soit une offre complémentaire qui soit intégrée directement par la concession lors de l'achat ou de la location du véhicule électrique. Et là, ça a du sens. À un seul frein près, et là, je le vis aussi de près, quand vous avez 3 enfants, quand vous avez les sièges auto à déplacer, tout ça, ça rend les choses extrêmement complexes. Et quand c'est pas votre véhicule, eh bien, il y a la peur de la franchise. On a tous vécu un déménagement où on loue le camion et puis on sait qu'on a 1 500 € de franchise sur le camion et on n'est pas tranquille. On a aussi vu que vous aimez bien,
vous aimez bien voir la batterie à moitié vide, si j'ose dire, plutôt que la batterie à moitié pleine. Quoi qu'il en soit, Elle est rarement totalement pleine, cette batterie. elle finira par se remplir. Merci à vous d'être intervenu ce soir dans Ça roule sur Sud Radio, Louis Lemoine. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'Institut supérieur de l'automobile et des transports. Laissez-nous vos commentaires, d'ailleurs votre avis sur le Facebook Live de Sud Radio. Est-ce que vous avez une voiture électrique? Comment vous en servez-vous? À quoi renoncez-vous? Et au contraire, comment vous débrouillez-vous quand vous voulez aller plus loin que ce que ne permet l'autonomie de ce véhicule? Ça roule jusqu'à 20h sur Sud Radio. Et tout de suite, on vous présente le métier automobile de la semaine. Et le métier automobile choisi par Pierre Chasseret, eh bien, c'est le métier du pneumatique. Pour en parler, on accueille Mathieu M. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue sur Sud Radio, technicien industriel dans le pneumatique. Et ça, j'ai adoré parce que je me suis dit, bon, jusqu'à présent, on a parlé de métiers qu'on connaît tous plus ou moins. Le contrôle technique, le contrôleur, on lui parle. Et puis d'un seul coup, eh bien, je vous propose de partir du côté du métier de technicien industriel. Donc dans le pneumatique, Mathieu M. Donc comment ça fonctionne votre métier? C'est quoi un technicien industriel dans le pneu? Alors, juste pour faire la différence, tout le monde connaît bien la voiture et c'est voilà, quand on change ses pneus de voiture, en gros on les change, on les use et on les rechange. Une fois qu'ils ont été usés, on les rechange et on les rechange. Jusque-là, ça se limite à peu près à ça. Voilà. Dans les métiers du véhicule industriel, donc tout ce qui concerne les véhicules, notamment les tracteurs agricoles et principalement les véhicules poids lourds, donc les pneus de camion. C'est vraiment les très gros pneus. C'est les très gros pneus. Voilà, un pneu, ça ne s'use pas à plat. Et si on ne fait pas un certain nombre d'opérations autour de ce produit-là, eh ben, on n'use pas toute la gomme que vous avez achetée au départ. Donc en fait, le métier de technicien véhicule industriel dans le domaine du pneumatique, ça consiste en fait à maximiser le potentiel de la gomme qui a été vendue au client au départ. Voilà. Allez, tiens, je fais une petite aparté parce que ça, c'est un truc qui m'avait choqué au niveau des prix. Est-ce que Jean-Marie, vous savez combien peut coûter environ un pneu d'un tracteur? Oh, je dirais 5 000 €. Ah ben, vous êtes plutôt bien informé. On est dans ces eaux-là, Mathieu? Alors, un pneu d'un tracteur agricole peut monter effectivement jusqu'à 5 000 €. Un pneu même de génie civil, on a parfois des sommes qui dépassent les 10 000 €. Un pneu poids lourd, on va dire, pour un camion, on va être autour des 450, 500 €. Oui. Voilà, donc on est effectivement sur des produits qui valent cher. Et c'est là où voilà, on comprend pleinement l'importance du rôle du technicien véhicule industriel. C'est que ce pneu-là, si vous ne le faites pas vivre correctement, si vous ne réalisez pas l'ensemble des opérations nécessaires, vous allez perdre la moitié de sa valeur. C'est-à-dire, comme encore une fois, c'est ce que je disais, ça ne s'use pas à plat. Si vous ne réalisez pas un certain nombre d'opérations, vous allez perdre potentiellement la moitié de la valeur. Alors, quel type d'opérations, si on les détaille rapidement? Alors, pour les détailler très rapidement, sur la partie poids lourd, c'est des choses qui sont relativement simples, qui peuvent parler aux gens. C'est notamment l'acte de retailler un pneu, c'est-à-dire on refait les dessins. Donc, c'est-à-dire on le recreuse, voilà, pour redonner en fait de la profondeur de sculpture à la gomme. Voilà, on va aussi le permuter, le retourner sur jante, voilà, pour qu'il ait une usure qui soit uniforme. On va aussi le changer de position sur le véhicule en fonction des zones de ripage, puisque sur des essieux de véhicule, le ripage n'est pas le même en fonction de la position du pneu sur le véhicule. Sur un donc vous faites en sorte que les 4 pneus tiennent le plus longtemps possible et surtout qu'ils soient prêts à vous lâcher tous au même moment, quoi. C'est même un peu plus complexe que ça en fait. C'est qu'on les met à différents endroits en fonction de leur degré d'usure et parce qu'il y a plus que 4 pneus en fait sur un engin industriel. Sur une semi-remorque, vous en avez 6. Logique. Sur un tracteur, vous avez des pneus jumelés à l'arrière et des pneus à l'avant, donc vous en avez 6. Donc sur un ensemble, vous avez 12 pneus par exemple. Donc, et en fait, c'est le jeu en fait de les mettre au bon moment, au bon endroit, de les permuter, les retailler au bon moment. Et c'est ça en fait le boulot du technicien. C'est ça quelqu'un qui met en œuvre un produit. Quelle est votre journée type de travail? La journée type d'un technicien est assez simple, c'est-à-dire il a des clients qui lui sont affectés, il va intervenir directement sur les sites des clients, c'est-à-dire que ce n'est pas les clients qui viennent à nous, à la différence encore une fois d'un client particulier qui a une voiture qui vient dans un point de vente. Dans l'activité industrielle, on va directement chez les gens. Donc on va sur les parcs des transporteurs, on va dans les champs des paysans, on va voilà, et on intervient avec des véhicules ateliers, des camionnettes qui sont totalement équipés. Et vous vous ennuyez jamais surtout, vous changez d'univers tout le temps. C'est exactement ça. On intervient à la fois sur de l'entretien, on va dire, où il y a une récurrence, mais aussi sur des dépannages, sur un ensemble
de faits qui peuvent se produire sur le pneumatique et qui font qu'à un moment donné, il y a besoin qu'on aille intervenir. Et ce que m'a dit Mathieu en préparant cette émission, le mot qui ressortait, c'était la passion du métier. Cette passion, elle ressort, elle transpire de vos discours, Mathieu. Tiens, j'ai une petite anecdote pour conclure. Est-ce que vous savez, Jean-Marie, pourquoi on a des pneus sur les métros, notamment parisiens ou les métros sur une partie des métros d'ailleurs et aussi dans d'autres villes? Écoute, je ne saurais pas vous dire, j'imagine que c'est pour le bruit. Eh bien, c'est pour le confort notamment, et c'est Michelin à l'époque en France qui avait mis le paquet pour dire non mais il est bien votre projet, mais il manque un petit quelque chose pour le confort de l'usager. Et c'est vrai que quand on est dans le métro installé, pour ceux qui connaissent les métros, il y en a qui connaissent pas, mais dans les métros on est plutôt pas mal parce que justement on n'a pas ce crissement qu'on peut entendre un celui peu que ailleurs. vous avez dans le train pour les rails. Peut-être la dernière question qu'on peut poser, elle est importante pour tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio ou alors qui ont des enfants ou des petits-enfants qui seraient tentés par ce métier. Mathieu M, technicien industriel dans le pneumatique, justement, c'est quel type de formation? Ça dure combien de temps? Alors, c'est un métier qui s'apprend sur le tas. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'école de formation, il n'y a pas de CAP, il n'y a pas de BEP, il n'y a pas de bac pro. Postuler chez vous demain? Vous pouvez postuler chez nous demain et on est en capacité en fait de former de A à Z n'importe qui a envie de découvrir ce métier-là. Voilà, après, c'est un métier, comme vous le disiez tout à l'heure, avec de la passion. C'est un métier où on travaille en extérieur, où on a beaucoup de liberté. On n'a pas son chef sur le dos. Je veux dire, c'est aussi c'est un métier où on peut respirer. Après, voilà, il faut juste aimer travailler un petit peu en extérieur et avoir de l'autonomie. C'est ça. Mais quand on a ça et quand on a la volonté, voilà, c'est un métier, on va dire, qui peut, on va dire, dans lequel on peut faire carrière. Et où il y a du travail. Où il y a du travail, où il y a des niveaux de rémunération attractifs. Voilà, donc c'est vraiment un très très beau métier. Vous recrutez en ce moment ou pas? On recrute tous les jours en permanence. Voilà, tous les jours. Venir taper à la porte, voilà, de tous les spécialistes du pneumatique industriel et on sera ravis d'accueillir toutes les personnes que ça intéresse. Eh bien, chers amis qui cherchaient du travail et qui êtes intéressés par cet univers, justement, vous pouvez taper à la porte de Mathieu M, qui est directeur commercial de First Stop et de Côté Route. Merci à vous, Mathieu M. Merci beaucoup.